accidenté de la vie, l'histoire des joueurs de tennis en fauteuil. Je suis arrivé un petit peu en retard parce que j'avais oublié mon accréditation. Et Jean m'a dit tout de suite, quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. Et donc je lui ai demandé ce qu'on faisait quand on n'avait pas de jambes, qu'on avait des petites jambes. Et je pense que le tennis en fauteuil, ça peut être une bonne option. Toujours est-il que, voilà, dans le parcours des accidentés de la vie et l'histoire d'handisport, elle est d'abord rééducative, c'est-à-dire qu'on essaye, et c'est ce qu'on a fait avec le docteur Frito au CHU d'Amiens, de retrouver des activités musculaires, des activités neurologiques au travers des exercices qui peuvent parfois être difficiles, douloureux, avec des machines médicales. Et là, c'est encore plus difficile pour les enfants. La bonne idée a été de se dire on va le faire à travers de jeux, et pourquoi pas de jeux de balles, et de jeux de balles en jeux de balles, on est arrivé à la pratique du tennis, et par la suite la possibilité, grâce à l'opération balle jaune, d'avoir des surfaces qui sont très agréables pour les enfants, qui ne sont pas dangereuses, sur lesquelles on peut tomber, s'amuser, prendre du plaisir. Et puis, comme disait Arnaud, dans notre société de développement durable, retrouver une deuxième vie à ces balles qui auparavant n'étaient limitées qu'à quelques jeux peut-être avec les chiens. Et pour nous, joueurs de tennis en fauteuil roulant, on les utilise pour protéger les fauteuils pendant les transports. Mais cette bonne idée, cette deuxième vie, c'est vrai que on est fiers. Et moi, je suis encore plus fier d'être associé à un joueur comme Arnaud aujourd'hui, et puis qu'on puisse montrer aussi que l'engagement qui commence par de la rééducation peut aussi se terminer par des grandes épreuves. Et aussi, Jean, merci, dès la semaine prochaine, on aura la chance de jouer à Roland-Garros, on joue tous les tournois du Grand Chelem, mais pour nous c'est le plus beau, le mieux doté, et je pense que la semaine commence bien. Il est évident que ces actions sont une priorité de la fédération, et la présence du président aujourd'hui le prouve autant que pas ce fait. Maintenant, vous savez bien que notre président a beaucoup de responsabilités et beaucoup de travail ici pendant cette période de Roland-Garros. Il doit recevoir les présidents des départements sur les heures. Il nous a fait le plaisir de nous rejoindre ici pour le début de cette conférence de presse. On va passer aux questions. On va passer aux questions, si vous voulez bien. Je veux savoir ce que deviennent les 13 millions de balles qui étaient pas recyclées. Et est-ce qu'il y avait des possibilités qu'il y ait des bacs qui soient dans les magasins, par exemple des cartons, Ah, mais ça c'est une bonne question. C'est vrai qu'actuellement, on a 14 millions de balles qui sont vendues chaque année. L'essentiel de nos balles sont vendues dans nos clubs. Alors d'abord, il y a des balles de Roland-Garros, ici, du tournoi de Roland-Garros. Alors, où elles vont ces balles? Elles vont d'abord aux joueurs qui entraînent pour leur entraînement, parce qu'ils ont fini leur première vie ici à Roland-Garros, elles sont prises en partie par les joueurs pour les entraînements. Une partie est revendue par l'intermédiaire de la griffe, ceux qui viennent visiter Roland-Garros, et une autre partie va dans les clubs. Et à partir de là, une partie de ces balles rejoignent le centre de conditionnement et sont récoltées pour être broyées et en faire des tapis. Maintenant, il est vrai qu'on est en train de s'interroger sur la récupération de ces balles dans les magasins pour augmenter un petit peu la récolte, parce que la récolte à 10%, c'est un début, c'est un bon début, ça ne fait qu'augmenter. Il y a 3 lignes supplémentaires cette année qui ont rejoint l'opération balle jaune. L'année prochaine, je pense que toutes les lignes vont s'y mettre. Maintenant, il faut que ça se fasse dans les clubs, mais je pense que ce serait bien de récolter aussi ces balles dans les centres de distribution, dans les magasins en particulier. L'intérêt, c'est d'en récupérer le plus possible, bien évidemment, pour en faire le maximum de tapis. Et on a encore un énorme potentiel de développement. C'est pour ça que je lance un appel à tout le monde pour que maintenant qu'on a initié, il faut développer cette opération. Et pour la développer, il faut qu'on ait
les transports. Nous savons que tous les acteurs du sport, leur premier impact environnemental, c'est celui de leur transport, pour aller à l'entraînement, compétition, pour organiser ou encadrer une manifestation. Je voudrais savoir comment, au fil du temps, vous avez fait évoluer votre dispositif de transport pour diminuer son impact. Je vais passer la parole à Cored, qui sera plus à même que moi de vous répondre, mais c'est vrai que c'est un gros problème, le problème du transport, ça c'est une évidence, parce que les balles prennent beaucoup de place. C'est ça, c'est une opération qui, effectivement, dès le début, puisqu'on était à l'origine de cette opération avec la fédération, a posé le problème du rapport poids-kilomètre. Effectivement, le problème, c'est qu'une balle n'est pas très lourde, et on n'a pas pu se permettre, on a d'abord posé la question d'aller les chercher dans tous les clubs. Vu le nombre de clubs qu'il y a en France, vu le rapport, encore une fois, c'est rigoureusement impossible. Donc ça aurait été une hérésie. Donc on a très vite conclu qu'il fallait essayer de massifier ces balles au niveau de chaque ligue. Donc on a passé des accords, on a travaillé beaucoup avec les ligues, avec les conseillers en environnement, pour trouver les points de collecte adéquats et pour tous les ans aller chercher que 1 ou 2 maximum points de collecte dans chaque ligue, de manière à ce que ce Tour de France, balle jaune, qu'on a mis en place, soit optimisé et permette de réduire au maximum les kilomètres. Donc on l'a commencé comme ça, et cette année pour la première fois, pour encore réduire les kilomètres, compte tenu de l'adhésion, comme le disait le président, est de plus en plus massive, et que les ligues sont quasiment aujourd'hui toutes adhérentes à l'opération balle jaune, et bien pour la première fois cette année, on a fait 2 Tours de France, un Tour de France Nord et un Tour de France Sud, de manière à limiter le nombre de kilomètres parcourus par chacun. Donc il y a eu 2 camions, mais qui ont fait moins de kilomètres au global, et qu'ils en ont fait l'année dernière pour collecter plus de balles. Et donc on est dans cette optimisation permanente. Et effectivement, la question de la logistique est une question clé. D'où l'idée aussi peut-être de massifier sur des points de collecte qui puissent être différents, comme le disait Monsieur le Président, sur des magasins, sur des endroits. Le principe de base est toujours le même, il faut aller collecter le plus de balles possible à un endroit donné. Sinon, on a un problème de diffusion des camions. Donc voilà aujourd'hui où on en est, et on a encore une fois optimisé cette année avec ces 2 Tours de France, Nord et Sud. Une question pour Arnaud Clément. Lorsque vous étiez joueur, les centaines de balles que vous avez vu passer dans tous les contextes, vous en faisiez quoi? Écoutez, moi, au niveau de mon club notamment, c'est vrai que nous on utilise énormément de balles neuves. Et quand on est professionnel et quand on a fini nos entraînements, on va reprendre des balles neuves, mais ces balles-là sont encore utilisables même au niveau du club. Donc moi, ce que je faisais, c'est, et même ça m'est arrivé avec mon frère qui m'accompagnait sur les tournois, de garder ces balles, même quand on est à l'étranger, les ramener dans un gros sac, et puis il est donné aux profs justement du club pour les utiliser jusqu'à la corde, je dirais. Et puis par contre, avant, voilà, donc cette opération balle jaune commence, je vous avoue qu'après au niveau des clubs, je ne sais pas du tout où ces balles allaient. Je sais, voilà, notamment dans mon club à Aix-en-Provence, depuis maintenant un certain temps, il y a ces grands conteneurs de balles qui se remplissent au fur et à mesure et qui parfois débordent, et après les balles sont collectées. Donc en tout cas, c'est une très belle initiative encore une fois. Une question pour M. Felibus. Alors on a parlé des balles, mais que deviennent les boîtes? Bonne question. Que deviennent les boîtes? Mais écoutez, on en a parlé avec mon groupe de travail et les permanents de la Fédé, qui sont nombreux et que je tiens aujourd'hui à remercier. Ils font quand même un travail extraordinaire avec moi. On en parlait, c'est vrai qu'il y a les balles, mais il y a aussi le plastique et le fer qui entoure les balles. Il va falloir aussi qu'on y réfléchisse, bien évidemment. Peut-être que je vais laisser la parole à la Cored. Il y a peut-être des idées sur ce point. Oui, en fait, c'est une question qu'on s'est posée dès le début de cette opération. C'est effectivement, qu'est-ce qu'on doit prendre? Est-ce qu'on doit prendre la balle et son emballage? Et puis très vite, on s'est rendu compte en fait, que l'emballage paye déjà. C'est-à-dire que la boîte de balles est redevable les co-emballages. Donc qu'est-ce que vous devez faire de vos boîtes de balles de tennis? C'est les mettre dans le bac jaune. Dans le bac de tri, elles sont recyclables. C'est pas pris. Peut-être qu'Alexandre... On a fait l'enseignement auprès de éco-emballage, et donc la boîte en acier ou en alu, elle, est recyclable. La boîte plastique, puisque les consignes sont les bouteilles et les flacons en plastique sont recyclables, du coup la boîte n'est actuellement pas recyclable, puisque si on la met dans la poubelle de tri, elle ne sera pas triée derrière dans les centres de tri. Mais le matériel est en lui-même recyclable, donc on espère que demain on pourra faire ça. C'est du côté là, c'est pas en dehors de notre
de notre capacité, c'est le système français avec l'éco-emballage qui y répondra, on espère bientôt. Bon, quelle bien belle opération qu'on a initiée ici à la Fédé. Maintenant, on ne peut pas en rester là, vous en conviendrez tous. C'est pas possible d'en rester là. Et si on ne veut pas en rester là, il faut la développer. Et pour la développer, vous avez tous compris, on a besoin de